Bon, écoutez, on va commencer parce que, et puis ceux qui arriveront se connecteront après. Écoutez, on est très heureux d'accueillir le professeur Antoine Dixwan, qui est professeur de physiologie à l'hôpital Cochin. C'est l'université Paris-Descartes, je ne sais jamais le nom des universités parisiennes. Université Paris-Descartes. Et notre ami Antoine Dixwan travaille à un laboratoire d'exploration fonctionnelle respiratoire et une unité de recherche en pathologie respiratoire. Il aura sûrement l'occasion de nous en parler à propos du microbiome et des maladies respiratoires. C'est un sujet actuel. On parle beaucoup du microbiome intestinal, beaucoup moins du microbiome respiratoire. C'est le troisième cerveau, puisqu'on dit que le microbiome intestinal, c'est le deuxième cerveau. Non, non, ça fait partie du deuxième cerveau, sauf que là, c'est une extension de ce deuxième cerveau, un endroit où on ne s'attendait pas à le trouver. Donc, mais là, je pense qu'on aura l'occasion de le revoir dans le détail du rôle et de la place de ce microbiome respiratoire. Donc là, Monsieur le marié est en train d'essayer de Voilà. switcher sur le diaporama. Voilà, en principe, on devrait y être. Tu as appuyé sur Entrée. Oui. Alors, Excellent. parfait. Voilà, ça y est. Voilà. Ça vient. Donc tout d'abord, est-ce que tout le monde arrive à m'entendre? Je vais essayer de parler fort et lentement, mais si jamais vous avez des problèmes de son, n'hésitez pas à nous signaler, ne serait-ce qu'en levant la main, en disant que vous ne m'entendez pas. Alors, donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité, et en fait, vous allez voir pourquoi, très très vite, tout simplement parce que, et juste avant de vous parler de la suite, voilà le plan de mon exposé. Donc il est divisé en trois parties. Une première partie où je vais parler du microbiome, mais aussi d'un autre terme que l'on entend souvent évoquer, à savoir le microbiote. Et si, pour ceux et celles d'entre vous qui n'ont jamais entendu parler de ce sujet avant, et si vous pouvez repartir avec des idées claires concernant la différence entre microbiome et microbiote, mis à part qu'il y a un M qui remplace un T, eh bien, je pense que l'après-midi est en partie gagné. Ensuite, nous allons parler d'une autre notion fondamentale qui est celle de la symbiose et de la dysbiose. Et je pense que la maîtrise, la compréhension de cette notion est tout à fait nécessaire pour la suite, non seulement de l'exposé d'aujourd'hui, mais pour la suite de la compréhension de ce nouveau concept qui est celui du microbiome et du microbiote. Et enfin, juste pour terminer sur des exemples concrets et précis, comme nous sommes dans un milieu respiratoire, eh bien, je vais parler de quelques implications de ce microbiome dans les maladies respiratoires. En fait, il y en a aujourd'hui plusieurs, au moins 4 ou 5, mais comme nous n'avons pas énormément de temps, donc j'ai décidé de vous parler essentiellement de deux maladies qui sont fréquentes, que tout le monde connaît, qui existent partout, dans le globe, à savoir l'asthme et la BPCO. Alors, simplement pour commencer, eh bien, comme vous le voyez ici, et je pense que ceci est la première publication où on voit apparaître pour la première fois le terme de microbiote, et il suffit de regarder un petit peu plus bas, eh bien ce terme a été introduit il n'y a pas si longtemps que cela, donc en 1956, un petit peu plus de 60 ans, et donc c'est relativement récent en termes de nomenclature, en termes de sémantique médicale. Avant, eh bien, c'est quelque chose que l'on ne mentionnait pas, tout simplement parce que probablement les gens ne faisaient pas attention. Et ici, on parlait de microbiote lorsque ces chercheurs, qui sont des chercheurs sur les problèmes environnementaux, s'intéressaient à la présence de germes et de microbes dans les courants d'eau. Et ici, je pense que ça, c'est une petite rivière qui se trouve en Amérique du Nord et qui est une branche de l'Ohio, très exactement. Alors maintenant, si on regarde, alors, pour aller un petit peu plus loin et pour que les choses soient claires, je propose ici quelques définitions pour que l'on s'accorde sur ce dont on va parler maintenant.
On parlera de microbiote lorsqu'on parlera des micro-organismes, levures, champignons, etc., qui se trouvent dans un environnement spécifique. Donc microbiote, ce sont des espèces microbiennes, parasitaires ou bien virales. Et l'environnement dans lequel on trouve ces microbiotes sera appelé microbiome. Et la définition du microbiome vient très naturellement. Alors, juste la petite minute linguistique du jour. Donc, micro, le grec, c'est le petit, et bio, c'est la vie. Et en fait, c'est l'ère de vie où l'on trouve le microbiote. En fait, ici, il y a une petite ambiguïté, puisque nos amis anglo-saxons, ou anglais, eh bien, appelleraient bien volontiers le mot microbiome pour faire référence au génome du microbiote. Donc on peut indifféremment adopter la définition française pour parler du milieu de vie, s'agissant du microbiome, ou bien des gènes, l'ensemble des génomes de l'ensemble des espèces microbiennes. Et c'est ce que j'ai marqué ici. On parle de microbiote pour résumer, pour désigner l'ensemble des espèces microbiennes. Et vous le verrez, je ne sais pas si c'est pour la première fois que vous voyez ce sujet, vous serez étonné par le nombre et la diversité de ces espèces que l'on peut trouver au niveau d'un corps humain. Donc, microbiote, c'est l'ensemble des espèces microbiennes, bactériennes, virales et autres. Et microbiome, c'est l'ensemble des gènes qui sont présents dans ce microbiote. Et là, une dernière notion qui est une notion importante. Si vous pensez qu'il y a plusieurs milliers d'espèces microbiennes et que chaque espèce a un génome qui est particulier, l'ensemble de ces espèces va constituer un ensemble de génomes et c'est pour cela qu'il ne sera plus possible de parler de génome au singulier, mais plutôt de métagénome. De métagénomique, c'est étudier comment l'ensemble de ces génomes, l'ensemble de ces gènes vont pouvoir interagir et vont pouvoir créer un univers que l'on ne connaissait pas du tout et que, vous le verrez, aura son importance qui sera grandissante de jour en jour au fur et à mesure de la progression de nos connaissances. Mais maintenant, revenons à des choses un petit peu plus pratiques. Autant la première publication mentionnant le terme de microbiote date d'il y a d'une soixantaine d'années, il a fallu attendre longtemps, voire même très longtemps, puisque on date du début des années 2000, donc hier, les premières publications impliquant le rôle du microbiome, ou bien du microbiote, dans les maladies respiratoires. Et ici, vous avez la première publication qui dit que le rôle des antibiotiques sur le microbiote et ce que cela fait sur la réponse allergique inflammatoire des patients. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce point dans le détail un petit peu plus tard. Mais pour justement illustrer ce que je viens de dire, à savoir que avant 56, si vous faites une recherche sur ce fameux site que tout le monde connaît, à savoir PubMed, il n'y a absolument rien concernant microbiome et microbiote. Première publication en 56, il a fallu attendre longtemps pour voir décoller les premières publications sur le microbiome et le microbiote. Et tout à l'heure, le professeur Lemarié avait parlé du microbiote intestinal. Et en effet, dans les années 90, on commençait à s'intéresser à ce microbiote et ce microbiome intestinal. Et qu'il a fallu attendre une petite dizaine d'années pour voir les premières publications concernant ces trois principales maladies respiratoires, à savoir l'asthme, la BPCO, la mucoviscidose, et puis la quatrième maladie où le microbiome joue un rôle important, c'est la fibrose pulmonaire idiopathique, mais le nombre de publications est encore plus faible. Donc il a fallu attendre les premières années du XXIe siècle, des années 2000, pour voir apparaître ces publications. Alors, en même temps que la presse spécialisée, donc la presse pour les pneumologues, la presse scientifique générale, et notamment Scientific American, ou bien pour la science, dans sa version française, a publié en 2012 un numéro spécial qui a personnellement qui m'a fait intéresser à ce sujet et puis qui a véritablement introduit ce sujet au niveau du grand public scientifique, médecin et non médecin. Et
ils ont parlé d'un petit monde de l'intérieur, ou bien inner ecosystem. Et dans ce petit monde du monde intérieur, ce qu'il dit, c'est que, en fait, eh bien, nous qui pensions que nous étions uniques, eh bien, on est loin d'être uniques, puisque partageant le même territoire de vie, à savoir notre peau, nos intestins, nos organes, eh bien, il existe des milliers autres organismes que l'organisme humain. Et si véritablement on arrive à compter le nombre de cellules qui se trouvent sur la surface corporelle, la surface externe, la peau, ou bien interne, les tubes qui connectent directement avec le monde externe, à savoir le tube digestif, mais aussi l'appareil respiratoire, eh bien on verra qu'il n'y a que 10% des cellules qui se trouvent sur la surface de notre corps, ou bien à l'intérieur de notre corps, qui sont véritablement nos propres cellules. Et que les 90% restants, eh bien, ce sont des cellules étrangères. Et pourtant, ces cellules étrangères sont là, vivent avec nous, et je dirais même plus, vivent en harmonie, et voire même plus en harmonie, en coopération, en symbiose, et on reviendra sur ce terme un petit peu plus tard. En tout cas, avec cette notion de distance entre plusieurs espèces dans un même milieu, et c'est pour ça qu'on parle d'écosystème ici, eh bien, et si on se dit que ces autres espèces, ce sont des espèces microbiennes, lesquelles espèces microbiennes, grâce à Louis Pasteur, que tout le monde connaît, eh bien, étaient considérées, encore il n'y a pas si longtemps que cela, comme étant des espèces dangereuses, et nous sommes encore dans l'ère où il y a de nombreuses maladies qui sont des maladies mortelles, qui sont en fait des maladies infectieuses, et donc qui peuvent entraîner non seulement les maladies, mais la mort. Et donc l'exemple, vous les connaissez tous, le paludisme, la peste, le choléra, le VIH, etc. etc. Mais voilà, nous voilà avec deux concepts. Premièrement, celui disant que les microbes sont pathogènes et donc peuvent entraîner maladie et décès, et de l'autre côté, l'existence de microbes qui sont des microbes amis, et comme on le verra un petit peu plus tard, non seulement ils sont amis, mais ils sont aidants, ils sont coopératifs, ils sont même bénéfiques parfois. En tout cas, avec ça, nous sommes maintenant obligés de ne plus considérer ce schéma comme étant le schéma prédominant, à savoir qu'il faut absolument se préserver des microbes avec toutes les règles de sepsis et d'asepsie que l'on nous a appris. Et je reviendrai un petit peu plus tard, parce qu'en fait, sur ce point, parce que les choses peuvent être compliquées. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit, à savoir qu'on peut se passer des règles d'asepsie. Les règles d'asepsie sont absolument fondamentales, sont très importantes, et notamment en matière de chirurgie, à chaque fois qu'il y a une effraction corporelle, donc effraction cutanée corporelle, il y a un risque d'introduction de germes qui ont une très grosse probabilité d'être des germes pathogènes. Mais maintenant, si vous pensez, et ce sera une première question que je vais poser à l'ensemble des auditeurs, on discutera de la réponse un petit peu plus tard, c'est que entre les différentes espèces qui peuplent la surface de notre corps, à votre avis, est-ce que c'est l'être humain, ou bien est-ce que ce sont les microbes qui sont là en premier? La réponse est évidente, les microbes ont toujours été là. Les espèces microbiennes préexistent à l'espèce humaine. Nous sommes venus plus tard dans le règne évolutif, et sur ce grand territoire, sur cette grande surface, eh bien, les espèces microbiennes qui préexistaient continuent à exister sur cette surface, et de cette existence-là, et au cours des milliers et des milliers, voire même des milliards d'années d'évolution, il y a une espèce de pacte pacifique passé entre ces espèces et puis le nôtre, et ces organismes et puis le nôtre, pour qu'il y ait une coexistence pacifique. Et lorsque vous bouleversez cet équilibre, remplaçant les microbes, ce que nos maîtres ont appelé la flore commensale, donc les microbes non dangereux, par des microbes nouvellement venus, eh bien c'est là où les problèmes surviennent. Et lorsqu'on pense à une blessure, en
cas de guerre ou bien en cas d'accident de la route. L'irruption dans le corps humain des microbes qui sont totalement étrangers et qui ne se sont pas adaptés à nous, tout comme nous ne sommes pas adaptés à eux, eh bien, vont entraîner des risques de maladies infectieuses importantes, et c'est pour ça qu'il faut les lutter avec des antibiotiques et des règles d'asepsie. Mais, pour l'instant, eh bien, les microbes que l'on voit ici font partie de ces microbes qui ont existé depuis toujours, depuis la nuit des temps, et ils n'ont aucune raison pour représenter un danger pour l'espèce humaine. Alors, encore quelques chiffres, mais c'est juste pour fixer les idées. Si on arrive à dénombrer, et ça c'est juste une estimation, eh bien, vous voyez, il y a 100 milliards de milliards, licence de puissance à l'intérieur de notre corps. Donc un nombre inimaginable. Et bien sûr, tous ces microbes sont des organismes vivants, ils ont des gènes, et c'est pour cela que la revue Nature, toujours dans les années 2010, a publié un numéro spécial et qui parle de l'autre génome, mais qui fait partie également d'une autre. Parce que quand bien même ces gènes ne font pas partie des gènes de l'espèce, à la transcription des gènes et ensuite à la production des protéines qui vont interagir avec notre propre génome et avec nos propres produits de transcription génique. Et de cela, il y a une coopération, un exemple très simple, la vitamine K. Eh bien, elle ne pourrait être produite s'il n'y avait pas les gènes microbiens qui nous aident à la produire. Et pourtant, nous considérons comme étant un produit de fabrication humaine. Nul n'est le cas. C'est un produit de fabrication grâce au système enzymatique dont les gènes appartiennent au monde microbien. C'est juste un exemple pour vous dire à quel point bien le fait de partager cet écosystème qui est le corps humain est quelque chose de bénéfique pour le microbe, bien sûr, parce qu'ils y puisent l'alimentation, mais aussi pour le corps humain. Et la notion de métagénomique dont je parlais tout à l'heure, désormais, les personnes, les généticiens, ne doivent plus s'intéresser uniquement à l'ensemble des gènes humains, mais également aux gènes du microbiote qui peuplent le corps humain. Alors, voilà donc la cascade des omiques. Je vais passer pour simplement dire que avec cela et avec l'ère de la médecine moderne, qui maintenant date depuis quelques dizaines d'années, nous avons à notre disposition non seulement l'examen clinique, l'imagerie, l'exploration fonctionnelle, ce que nous faisons au laboratoire là où je travaille, mais aussi avec l'aide de nos collègues pathologistes, anatomopathologistes, histologistes, biologistes, à la fois cellulaires mais aussi moléculaires. Eh bien, on arrive à avoir une batterie d'approches et d'examens qui pourraient nous aider à mieux cerner la cause des maladies. À cela, maintenant, eh bien, il convient d'ajouter l'analyse des mêmes facteurs, mais appartenant au monde microbien, à ce qu'on appelle le microbiome. Parce que de cette interaction, eh bien, nous allons voir s'il existe ou non un état sain, donc une symbiose, ce dont je vais parler maintenant, ou bien un état maladif, c'est-à-dire une disruption, un déséquilibre de cette symbiose, et en d'autres termes, une dysbiose. Alors, pour parler de symbiose et de dysbiose, on va commencer par le début, si vous le voulez bien, et le début commence à la naissance. Et la question maintenant, c'est que si on part de l'hypothèse, qui, on le verra quelques minutes plus tard, est une hypothèse fausse, mais pas complètement, de l'hypothèse que l'être humain, lorsqu'il vient à la vie, lorsqu'il naît à la vie, est un être bien totalement dépourvu de microbes, c'est un être stérile. Et que tout au long de la vie, nous allons acquérir progressivement une population microbiotique des différentes espèces microbiennes. La question maintenant, c'est
quelle est la clé de cette acquisition, de cette coexistence, de cet arrivage de microbes, et comment cet arrivage, lorsqu'il est dérégulé, lorsqu'il se fait de façon non pas anarchique, mais de façon pathologique, ça aboutit à des maladies. Alors, les principales étapes sont résumées ici. D'abord, eh bien, lors de la naissance. Et là, vous auriez remarqué que c'est une naissance qui se fait par voie basse, donc de façon naturelle. Et on pense que lorsque l'enfant passe par le passage des organes génitaux de la mère, et c'est là où il va acquérir les premiers microbes lors de ce passage. Et je mettrai en opposition cet accouchement naturel avec un autre accouchement que l'on fait de plus en plus, à savoir l'accouchement par césarienne. Et on verra la conséquence de cet accouchement par césarienne. La deuxième étape, c'est l'allaitement. L'allaitement maternel, on le sait depuis toujours, a un rôle important, notamment dans la maturation de notre système immunitaire, et on le verra tout à l'heure avec une diapositive, comment cela se fait de façon pratique. Enfin, lorsque l'enfant passe d'une alimentation lactée à une alimentation solide, et lors du sevrage et lors de la diversification de l'alimentation, en fonction du type d'alimentation reçue alors, eh bien, il y aura cette fois-ci un établissement de microbiome à l'intérieur de notre organe essentiel, exposé au monde microbien, à savoir la flore intestinale. Et enfin, à l'état adulte, eh bien, nous allons acquérir, chacun d'entre nous, et chaque personne étant différente de l'autre, bien sûr, lorsque vous vivez dans le même milieu, les personnes de la même fratrie, ou bien dans un même milieu socioculturel, le microbiome a de fortes chances d'être relativement semblable, sans être pour autant identique, je vous le rappelle. Donc voilà, donc les principales étapes sont résumées ici, l'accouchement, l'allaitement et le sevrage. Et la question maintenant posée, c'est que, et qui fut longtemps posée, est-ce que les poumons sont stériles? Et en fait, à cette question-là, la réponse est non. La réponse est non, mais pourtant, pendant très longtemps, nos maîtres ont toujours dit que autant on peut comprendre facilement que les voies aériennes supérieures sont forcément infectées de microbes, ce qu'on appelle le poumon profond est forcément stérile parce qu'il n'y a aucune raison pour que les microbes y aillent. Moi, je dirais qu'à l'inverse, c'est que il ne faut pas oublier que les poumons sont comme le tube digestif, un organe ouvert. La différence, c'est que le tube digestif a une entrée et une sortie différentes, alors que les poumons, l'entrée et la sortie étant la même, c'est-à-dire la sphère nasopharyngée, eh bien, les poumons sont ouverts au monde extérieur, à l'environnement. Et s'il y a des microbes partout, il n'y a aucune raison pour que les microbes n'aillent pas jusqu'au fond des poumons. La raison pour laquelle on a pensé pendant longtemps que les poumons étaient stériles était tout simplement parce qu'on n'arrivait pas à mettre en évidence la présence de microbes dans le poumon profond. Et cette raison tient au simple fait d'un problème technologique. Il n'y a encore pas si longtemps que cela, pour affirmer la présence d'une septicémie, de germes dans le sang, on doit avoir recours à ce qu'on appelle une culture et la mise en évidence avec une culture positive de ces microbes. Donc, aider ces microbes à se développer et voir pousser les microbes et ensuite affirmer la présence de ces microbes. Maintenant, avec les méthodes de biologie moderne, point n'est besoin d'utiliser l'ensemencement et la culture. Il suffit d'avoir un petit spécimen de liquide ou bien de cellules, et puis par une simple analyse du matériel génétique, et si vous arrivez à identifier l'ADN ou bien l'ARN de telle ou telle espèce microbienne, vous pouvez affirmer la présence en de très faibles quantités de cette espèce microbienne au fond même des poumons. Donc, ce qui nous amène à dire qu'en fait, les poumons, comme le tube digestif, a été colonisé, non pas à la naissance, mais dès le stade fœtal, dès la période intra-utérine de nous tous. Alors, c'est une diapositive qui est intéressante, parce que, là, vous voyez, il y a
a différentes interventions, le mode d'accouchement, l'environnement familial, le type d'alimentation et les traitements. Et puis au milieu, vous avez une frise temporelle, donc une évolution en fonction du temps, à la période prénatale, la naissance, jusqu'à la premier mois après la naissance, et puis à l'état adulte. Et en fait, les choses sont simples. C'est que lorsque vous avez une flèche verte, c'est que c'est bon pour l'organisme. Et lorsque vous avez une flèche rouge, ça veut dire que ce n'est pas bon. Alors, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon? Ce qui est bon, c'est que ça permet de maintenir l'équilibre dont je parlais tout à l'heure entre le monde microbien et notre organisme. Et ce qui n'est pas bon, c'est que ça perturbe cet équilibre. Et on verra à la fin de l'exposé en quoi la perturbation de l'équilibre va amener les maladies et voire même va rendre certaines maladies chroniques comme l'asthme et comme la BPC. En tout cas, vous voyez ici, et je prendrai juste un ou deux exemples, c'est que si vous prenez le mode d'accouchement, et vous voyez que la césarienne, ce n'est pas bon, alors que le mode d'accouchement classique par voie basse est bonne. Pourquoi cela? Tout simplement parce que, en fait, dans les voies génitales de la mère, de la femme qui est enceinte, il y a des microbes qui sont des microbes naturels, qui sont des microbes amis, qui existent là depuis toujours. Et donc, le fait de passer des microbes naturels, l'enfant ne fait rien d'autre que d'être exposé à des microbes qui sont naturels et qui sont amis. Alors que par la voie césarienne, l'enfant va sortir par une autre voie et donc va être exposé au staphylocoque, à des choses qui, en principe, ne devraient pas se trouver dans le corps de la mère. Et donc, de cette rencontre, eh bien, on a déjà une première raison de dysbiose, comme vous le voyez. Encore quelques notions avant de passer aux applications cliniques et à ce qui intéresse le médecin en premier lieu. Maintenant, si vous vous intéressez au microbiome, eh bien, ce qu'il faut savoir, c'est que la composition des espèces microbiennes n'est pas la même selon là où vous allez vous trouver. Et ici, vous avez là des espèces de camembert, de fromage, avec, selon l'importance des différentes espèces bactériennes que l'on voit ici, eh bien, la présence de telle ou telle espèce. Et vous voyez que la couleur de ces camemberts, de ces fromages, diffère selon l'endroit où l'on trouve. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que maintenant, si on s'intéresse aux poumons, ici, eh bien, cette diapositive a été prise à partir d'une publication dans Thorax en 2012 par Mylan Han, qui travaille aux États-Unis et qui prend et qui prélève, qui fait des prélèvements dans différents endroits au niveau des poumons, chez deux patients. Et ce qu'elle a trouvé, c'est que d'une part, chez un même patient, ce qu'on avait déjà trouvé auparavant, c'est que la répartition des espèces microbiennes varie d'un endroit à l'autre dans le poumon du patient. Et que à un même endroit, eh bien, cette composition peut changer, peut être différente d'un patient à l'autre. Donc, véritablement, la composition microbiotique est quelque chose de très individuel, ça appartient à chaque individu. Et ici, pour ceux d'entre nous qui sommes des cliniciens, eh bien, vous pouvez vous poser la question, mais pourquoi y a-t-il aussi des images de scanner à côté? Bien, tout simplement pour montrer que les endroits où ces prélèvements ont été faits, eh bien, sont totalement dépourvus de dilatation des bronches, de bronchiectasie. Et nous savons tous que lorsqu'il y a une dilatation des bronches, il y a plein de microbes qui se trouvent dans ces endroits-là. Et que lorsqu'il n'y a pas de dilatation des bronches, et si vous trouvez des microbes, ce sont des microbes qui sont des microbes commensaux, ce sont des microbes qui normalement se trouvent là, et se trouvent là de façon naturelle et non pas de façon pathologique. Une dernière notion, avec les deux notions que l'on a déjà vues, à savoir que chez un même individu, la répartition des microbes varie d'un endroit à l'autre. Les microbes qui se trouvent dans l'intestin ne sont pas les mêmes que ceux qui se trouvent dans les poumons, ne sont pas les mêmes que ceux qui se trouvent au niveau cutané, etc.
qu'à un même endroit, si on compare deux individus, eh bien, la composition n'est pas la même. Hein. Donc, si j'analyse des microbes au niveau de ma main et au niveau de la main d'Étienne, eh bien, on n'aura pas la même composition. Mais maintenant, encore de façon plus intéressante, c'est que chez un même individu, à un même endroit, si vous étudiez la composition microbienne au fil du temps, eh bien, vous allez voir une modification de notre microbiome. Et vous savez comme moi que les microbes, eh bien, ça synthétise des substances, et ces substances-là, eh bien, pour certaines d'entre elles, dégagent des odeurs. Et c'est pour cela que on dit communément qu'il y a, chez une personne âgée, il y a une odeur de vieux, ou bien chez un enfant qu'il y a une odeur de nouveau-né ou bien de nourrisson. Eh bien, tout simplement, c'est à cause ou bien grâce aux modifications de cette composition microbiotique que nous avons, selon les différents âges de nos vies, une odeur corporelle qui change, et c'est le temps qui passe qui fait cela comme ça. On n'y peut rien, et c'est la faute ou bien c'est la chance grâce au microbiome. Alors maintenant que j'ai fait très rapidement le tour du monde microbiotique, voyons là aussi rapidement une notion essentielle, à savoir la symbiose et la dysbiose. En gros, c'est qu'on parlera de symbiose lorsqu'il y a une coexistence pacifique entre le monde microbiotique et puis notre organisme. Et que cette symbiose, en fait, elle est favorisée à chaque fois que le corps, qui est le nôtre, est exposé et soumis à des conditions que l'on peut considérer comme étant des conditions naturel ou bien habituel. Alors, qu'est-ce qui est naturel, qu'est-ce qui est habituel pour un être humain? C'est d'abord, après être né, c'est d'être exposé, de rencontrer d'autres espèces. Donc, ici, des animaux domestiques, le chien, le chat, le cheval, si on va dans la ferme, ou le cheval si on va dans le champ, et la vache si on va dans la ferme. Et donc, cette exposition à une diversification d'autres espèces va, en quelque sorte, entraîner, apprendre à notre système immunitaire à les reconnaître comme étant quelque chose de naturel et à éduquer notre système immunitaire à ne pas répondre de façon excessive à ces microbes qui sont de fait des microbes non pathogènes, des microbes non agressifs, des microbes non dangereux. Maintenant, si avec la vie moderne, soit l'urbanisation et donc, et on reviendra là-dessus avec cette théorie hygiéniste où on se lave les mains à tous les coups, avec l'alimentation qui ne repose plus sur l'allaitement maternel mais sur l'allaitement industriel, mais c'est surtout avec un traitement antibiotique qui est donné à tort et à travers. Et j'insiste bien sur le mot à tort et à travers. Les antibiotiques représentent une découverte fondamentale, merveilleuse pour le monde médical et pour l'espèce humaine. Avant les antibiotiques, les gens mouraient. Maintenant, les antibiotiques, il nous faut les donner, et ça nous sommes bien tous d'accord, que lorsqu'on en a besoin. Et ce qu'il faudrait savoir, c'est que le fait de donner des antibiotiques de façon irréfléchie, non seulement va permettre de sélectionner les germes, ce que nous avions tous appris lorsqu'on était jeunes, étudiants, eh bien, mais va surtout enlever des microbes qui étaient des microbes amis pour les remplacer par des microbes pathogènes parce que venant d'arriver sur le sein de notre corps et vis-à-vis desquels nous n'avions pas eu le temps de passer des pactes de pacification et de coopération. Et on appelle ça une dysbiose. Alors, la dernière partie de mon exposé, eh bien, va nous permettre d'essayer, dans une perspective clinicienne, clinique et pratique. Et avec les deux maladies respiratoires dont je mentionnais, l'asthme et la BPCO. En quoi la connaissance du microbiome et des microbiotes peut nous aider à voir d'une autre façon et ainsi avec l'espoir de pouvoir mieux traiter les malades qui en sont atteints. Alors, je vais commencer par l'asthme, avec ces fameuses théories qu'on appelle la théorie hygiéniste. Cette théorie hygiéniste, et vous la connaissez comme moi, elle dit que depuis
que le monde moderne existe avec cette obsession pour la propreté. Eh bien, certes, on voit diminuer le nombre d'infections, parce que on adopte des règles hygiéniques, mais au contraire, on voit apparaître de plus en plus des maladies qui sont des maladies allergiques, et notamment l'asthme et l'atopie. Donc, augmentation de la prévalence de l'asthme et de l'atopie dans les pays industrialisés, essentiellement depuis 30 ans. Et avec le rhume des foins, avec l'hygiène à la taille de la famille inversement corrélée. En d'autres termes, plus la famille a peu de membres, eh bien, plus le risque d'attraper ces maladies atopiques, telles que le rhume des foins, sera grand. Et on a vu qu'avec le développement de l'asthme, il y a certains facteurs associés, comme l'exposition précoce aux antibiotiques, le lait en poudre au lieu du lait maternel, la naissance par césarienne, l'absence d'exposition aux... Et donc, toute chose qui nous rappelle ce que je viens de développer concernant le microbiome. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ces constatations ont été faites dans les années 80-90, à l'époque où le microbiote n'était pas du tout, non seulement à la mode, mais pas du tout connu. Donc, ça nous permet véritablement de faire le lien entre ce que je viens de développer et puis cette théorie hygiéniste. Comment peut-on expliquer cela? Eh bien, voilà donc une autre étude qui montre que l'exposition à plus de 2 chiens ou chats avant 1 an diminue le risque d'atopie, et c'est une publication dans le JAMA en 2002, et je suis sûr que dans cette publication, eh bien, les gens ne parlaient pas du tout de microbiote ou bien de microbiome, et encore moins de symbiose ou bien de dysbiose. Voilà, donc j'ai pris ce tableau à partir d'une revue générale, et en fait, je marque ici, c'est une faute technique de ma part, mais en tout cas, je peux vous la retrouver. Là-dessus, vous voyez, il liste le nombre de publications qui reprennent bien, ce qu'on vient juste de dire, l'effet néfaste de l'accouchement par césarienne, de l'allaitement artificiel, non maternel, etc., etc. Tout ça pour nous ramener à ceci. Et ceci, je suis sûr que c'est quelque chose que vous connaissez ou bien que vous avez déjà entendu parler sans être forcément des spécialistes de l'immunologie. Alors, pour ceux qui le sont, c'est encore beaucoup plus simple. En gros, vous savez que notre système immunitaire est doté de cellules qu'on appelle des lymphocytes, et ces lymphocytes-là, eh bien, il existe une sous-population qu'on appelle les lymphocytes auxiliaires ou bien des T-helpers, et ces lymphocytes auxiliaires divisés en 2 sous-classes, les auxiliaires TH1 et les auxiliaires TH2. En fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les TH1 assurent une fonction immunitaire particulière qu'on appelle l'immunité cellulaire, alors que les TH2 assurent une immunité particulière qu'on appelle l'immunité humorale. Chaque type de réponse immunitaire sera médié par des interleukines bien particuliers, plutôt l'interféron gamma pour le type TH1 et plutôt l'interleukine 4, 5 et 13 pour le TH2. Il existe chez tout un chacun une espèce d'équilibre, ce que les Anglais appellent la balance. Donc en français, je préfère le mot équilibre, entre les deux systèmes. D'une part, et que d'autre part, les deux systèmes sont presque mutuellement exclusifs. C'est qu'il y a toujours une tendance, à chaque fois que vous favorisez TH1, TH1 va inhiber TH2, et vice-versa. Si vous favorisez TH2, eh bien TH2 non seulement va profiter de cela, mais va en plus empêcher TH1 de se développer. Donc, dès lors que vous avez un équilibre, tout va bien, vous allez avoir les deux systèmes qui fonctionnent, qui d'une part pour lutter contre les maladies microbiennes, et que les TH2, avant de parler de maladies atopiques, eh bien, et nos collègues des pays tropicaux le savent bien, le TH2 attend dans la lutte contre les maladies antiparasitaires. Donc, le système TH2 est là pour nous protéger contre les parasites. Et c'est probablement cela qui explique le développement de l'allergie. Puisque dans les pays développés, ou en tout cas occidentaux, les maladies parasitaires devenant de plus en plus rares, et si on
supprime le système TH1 qui est, lui, nécessaire pour lutter contre les microbes n'étant plus là, le système TH1 ne sera plus stimulé, et donc le système TH2 sera stimulé. Et que ce système TH2 nous serait utile s'il y avait beaucoup de parasites, mais en revanche, s'il n'y a pas de parasites, comme il n'y en a pas eu de microbes, eh bien le système TH2 va synthétiser des interleukines qui dans les maladies parasitaires. D'où la résurgence, ou bien d'où le développement, ou bien voire même l'explosion de la prévalence des maladies allergiques telles que l'asthme, la rhinite allergique, l'eczéma, etc., etc. Une dernière diapositive, un petit peu dense, mais qui nous est importante de comprendre avant de repasser à des choses beaucoup plus simples. Ici, à gauche, vous avez ce qu'on appelle un système symbiotique, où tout va bien. Et là-dessus, vous voyez en haut de la diapositive des microbes. Et là encore, j'aime bien cette diapositive parce que c'est assez simple. C'est assez simple dans la mesure où tout ce qui est vert, c'est gentil, et tout ce qui est rouge, c'est méchant. Et ce n'est pas une remarque politique. Non, je suis pas écologique ni anticommuniste. Donc tout ce qui est vert est rouge, tout ce qui est vert est gentil. Donc ce sont des microbes qui ont l'habitude d'être avec nous, et les microbes qui sont rouges, ce sont des microbes pathogènes. Alors, à l'état normal, que la stimulation des systèmes immunitaires et notamment des cellules présentatrices d'antigènes, ce qu'on appelle des cellules dendritiques ici, cellules dendritiques DC. Ici, eh bien, vous allez avoir une synthèse, une sécrétion d'immunoglobulines A, d'IgA, qui vont renforcer ce qu'on appelle des jonctions serrées, tight junction. Et ces jonctions serrées sont des structures protéiques membranaires qui vont maintenir l'intégrité de la barrière. Et ici, nous sommes dans une barrière intestinale qui sépare bien les microbes d'un côté, et puis de l'autre côté, eh bien, le corps, l'intérieur du corps. Et lorsque c'est comme cela, eh bien, ces cellules dendritiques vont favoriser le développement et la maturation des cellules T, qu'on appelle des cellules T régulateurs. Lesquelles cellules T régulateurs, même si elles portent le nom de cellules T, ce sont des cellules qui vont synthétiser une cytokine anti-inflammatoire, l'interleukine 10. Et ceci va permettre justement d'éviter que l'inflammation ne survienne dans l'intestin alors qu'il y a des microbes. Il y a plein de microbes et pourtant il n'y a pas d'inflammation. Maintenant, si par un traitement antibiotique, et quand bien même ce traitement antibiotique est justifié, qu'allez-vous faire au niveau intestinal? Vous allez enlever tous les microbes. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les microbes pathologiques, se multiplient probablement à une vitesse un petit peu plus rapide que les microbes non pathologiques. Et donc, si vous enlevez tous les microbes, les quelques rares microbes pathologiques qui restent vont se multiplier, et là, cela va entraîner ce qu'on appelle une dysbiose, avec plus de possibilités de synthétiser de ces tight junctions, de ces jonctions serrées, la possibilité pour ces microbes pathologiques de rentrer à l'intérieur de la paroi intestinale, stimuler le système immunitaire pour que ceux-ci activent des cellules, des lymphocytes T qui sont des lymphocytes T pro-inflammatoires parce que le corps ressent la venue, l'agression de microbes qui sont des microbes pathogènes. Et c'est ainsi que l'inflammation est créée et c'est ainsi que à chaque fois que nous prenons des antibiotiques, nous, comme les patients que l'on traite, la diarrhée fait partie de ces effets secondaires qui sont connus et qui sont classiques. En tout cas, pour résumer, ici vous avez un état de symbiose, ici vous avez un état de dysbiose. Voilà, et donc pour résumer, l'idéal, c'est d'avoir cet équilibre entre les cellules qui sont des cellules inflammatoires, parce qu'il en faut pour régler les agressions externes, mais aussi des cellules anti-inflammatoires, parce qu'après avoir réglé le problème, il faut rééquilibrer, et donc il faut faire disparaître l'inflammation. Dès lors que vous avez
remplacement de ces cellules anti-inflammatoires par les cellules de type TH1 ou TH2, et si vous avez un déséquilibre, soit par des TH1, dans les 3 cas qui sont en dessous, eh bien, aucun de ces 3 cas est un cas normal. Tous les 3 cas, cas pathologiques. Vous avez un TH1, vous allez avoir la possibilité de développer des maladies auto-immunes. En faveur de TH2, ce sont des tels que en faveur de TH17, qui est un autre système, et bien là, vous avez un donc, ou bien des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faut maintenir l'équilibre à tout prix, et que dès lors que vous faites disparaître cet équilibre, vous allez rentrer dans un état déséquilibre. À la fin de cet exposé, vous allez voir que cet état de déséquilibre eh bien, pose problème, et pose problème encore pour longtemps. Et on le verra comment. Donc, ça, c'est pour revenir à la BPCO, pour dire que la BPCO commence à s'intéresser au microbiome depuis quelques années plus tard, depuis quelques années seulement. Cette diapositive, vous la voyez déjà, ainsi que celle-ci. Et je préfère plutôt développer cette diapositive. Donc ça, c'est un poumon classique, simplement pour rappeler quelques chiffres que vous connaissez, que vous savez, mais que, y compris, nous avons trop tendance à oublier. Premièrement, que, en fait, les poumons représentent une très grande surface. 80, 120 mètres carrés de alvéolo-capillaire, c'est là où les échanges gazeux vont pouvoir se faire. Et en fait, à force de le dire aux étudiants, on considère ça comme étant un chiffre normal. Mais pour moi qui vis à Paris, je dois vous dire que si je peux avoir un appartement de 120 mètres carrés, je ne serai pas mécontent. C'est pour vous dire à quel point cette surface est importante. Et que surtout, elle est de 30 à 50 fois la surface cutanée corporelle. Donc les poumons, par rapport à la peau, représentent une surface d'exposition, parce qu'en fait, on parle d'exposition, parce que les poumons sont directement exposés à l'air ambiant, que l'on sépare la bouche de cette surface alvéolo-capillaire est extraordinairement courte. Bon, si vous êtes très grand, ça va faire 60 cm, mais si vous n'êtes pas grand, ça fait 40 cm, mais guère plus. Donc c'est très très court, et surtout la faible épaisseur entre les deux milieux, le milieu aérien et le milieu sanguin, et enfin, eh bien, la ventilation fait que, par jour, nous échangeons entre 8000 et 10 000 litres d'air entre les poumons et le milieu externe. Et donc, cela simplement pour dire que les poumons, eh bien, sont exposés de façon continuelle, permanente, massive, je dirais, avec tout ce qui se trouve dans l'air que l'on respire. Et dans cet air-là, il y a des microbes. Il n'y a jamais d'air stérile, sauf vraiment, lorsqu'on travaille dans les milieux chirurgicaux, on sait à quel point c'est difficile de rendre un air stérile. L'air que l'on respire contient forcément des microbes. Et ces diapositives, et j'en ai comme ça 2 ou 3 encore à vous montrer, qui sont des diapositives qui, à mon avis, sont très importantes à comprendre. Et vraiment, je vous invite, pour ceux et celles qui s'intéressent à la question, d'aller vers la publication originelle, qui est celle publiée par Dixon dans le Lancet en 2014. Et ensuite, Yves et puis Étienne vont vous envoyer les références. Donc, la question est que, sachant que nos poumons sont continuellement exposés avec de l'air que l'on respire, et que dans cet air-là, il y a des microbes. Donc la présence des microbes dans les poumons est quelque chose d'inévitable. Et on a vu jusqu'à maintenant que, peu importe s'il y a ou pas de microbes, ce qui est important, c'est de maintenir l'équilibre, de garder la balance, comme on dit. Et l'équilibre sera maintenu seulement si on arrive à maîtriser 3 facteurs. Et vous allez voir, ce sont des facteurs qui sont des principes généraux, qui s'appliquent à toute chose de la vie, à la politique migratoire, parce qu'on va en parler, tout comme à la physiologie respiratoire. Puisque ici, vous allez avoir une coexistence pacifique, donc la partie gauche de la diapositive, et la partie droite, vous allez avoir la survenue de maladies. Et là, la présence des microbes, en fonction de la composition de ces microbes dans les poumons, vous allez avoir soit un état d'équilibre sain,
ou bien un état de maladie. Ceci va dépendre des microbes qui vont immigrer, qui vont rentrer dans le poumon. Ça va dépendre de l'élimination des microbes hors des poumons. Alors, comment on peut faire rentrer les microbes dans les poumons? En respirant, en inhalant des microbes. Ou bien avec des micro-aspirations. Pour ceux qui ont des malades, qui sont dans le milieu de réanimation, on sait que la micro-aspiration, avec des microbes provenant de l'estomac, c'est une cause directe d'infection respiratoire. La façon d'éliminer maintenant, la toux, la clairance mucociliaire, ou bien le fait de faire intervenir votre système immunitaire. Et donc, il faut qu'il y ait un équilibre entre ce qui rentre et de ce qui sort. Donc, politique migratoire, vous disais-je. Et enfin, cette partie-là est la partie la plus importante. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que ces auteurs appellent les conditions régionales de croissance. En fait, pour qu'un microbe se développe, il faut lui donner à boire et à manger. Et en fonction du type d'aliment que vous allez donner au microbe, vous allez favoriser tel ou tel microbe. Maintenant, si on prend à l'échelle des hommes et des femmes, maintenant, si vous mettez dans un milieu, dans une école, dans une université, et des étudiants africains et des étudiants asiatiques, et si vous leur donnez à manger que du riz, vous allez avoir de plus en plus d'étudiants asiatiques et de moins en moins d'étudiants africains. Et si ce sont des étudiants nord-africains, si vous changez le riz en semoule et en couscous, vous allez avoir de plus en plus d'étudiants nord-africains que d'étudiants asiatiques. Donc les conditions locales de croissance sont très importantes. Et là, les maladies vont agir là-dessus pour faire modifier la composition des microbes. Parce qu'on oublie trop souvent que lorsqu'on parle des poumons, en fonction de l'endroit où l'on se trouve, et ça c'est un schéma que l'on doit à M. John West, qui nous dit que la composition en pH, en ventilation, en perfusion, en oxygène, en PCO2, ne sera pas la même si vous êtes au sommet des poumons ou bien à la base, si vous êtes au milieu ou bien à la base. Donc toutes ces conditions-là vont justement influencer sur le développement de tel ou tel microbe. Et si vous avez une maladie qui est là, vous allez favoriser le changement de la composition microbienne dans cette zone. Et enfin, la troisième et dernière figure qui est importante, qui est celle-ci, et qui va nous expliquer pourquoi il ne faut pas toujours confondre une exacerbation d'une maladie chronique telle que l'asthme et la BPCO par une surinfection. Bien sûr, lorsque vous avez une surinfection, donc avec des microbes pathogènes, ça entraîne une exacerbation, mais toute exacerbation n'est pas due à une cause microbienne, mais en tout cas pas due à une surinfection. Alors comment peut-on expliquer cela? Donc c'est une diapositive compliquée et que j'ai essayé de décomposer en faisant arriver de façon séquentielle les différents événements. Premièrement, vous avez ce qu'on appelle un trigger, c'est-à-dire une cause, un déclenchement, un facteur déclenchant. Le facteur déclenchant ici, on la connaît, c'est une infection virale, donc la grippe hivernale, c'est une exposition allergique, donc le pollen pendant le printemps, c'est une inhalation toxique. C'est la pollution, simplement. Vous vivez dans des villes comme Paris, il y a des jours où c'est plus pollué que d'autres. Donc ceci va constituer ce qu'on appelle un facteur déclenchant. Déclenchant quoi? Déclenchant, l'inflammation, tout à fait naturelle, parce que ce sont des facteurs qui agressent nos poumons. Et que cette inflammation, avec les différentes cellules qui vont être impliquées, et on n'aura pas le temps de les détailler, vont modifier les conditions locales de croissance, en modifiant la production de mucus, en modifiant la perméabilité vasculaire, en modifiant la synthèse et la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires, de catécholamines, etc., etc. Ceci va effectivement changer, modifier les conditions de croissance locales des microbes. Donc des microbes qui auparavant étaient des microbes naturels qui sont là, vont être remplacés par des microbes qui sont des microbes de passage, mais qui vont s'y trouver mieux avec les nouvelles conditions de croissance. Et cela, va entraîner une dysbiose, avec cette fois-ci la survenue des nouveaux microbes. Ces nouveaux microbes, sans pour autant déclencher une infection, va
faire perdurer l'inflammation et donc entraîner une espèce de cercle vicieux où l'inflammation sera entretenue par les résultats de cette inflammation, à savoir la survenue de ces nouveaux microbes. Et c'est ce cercle vicieux qu'il convient désormais d'essayer d'interrompre. Et donc, l'heure avançant, je vais simplement conclure en disant ceci. Et j'ai pris comme exemple un exemple que tout le monde peut comprendre. Vous avez, considérant que les microbes sont des chaises, et qu'un état d'équilibre, c'est simplement des chaises qui ne sont pas, qui sont en équilibre, qui sont rangées. Ici, ce sont des chaises qui sont bien empilées, et c'est ce que je qualifierais de symbiose. Les chaises sont là, elles sont stables, elles sont empilées les unes sur les autres. Maintenant, la différence entre cette partie de la figure et celle-ci est le point commun. Je vais commencer par le point commun. Le point commun, c'est que dans les deux cas, eh bien, vous êtes en équilibre. Sauf que dans ce cas-là, c'est un équilibre stable, alors que dans ce cas-là, c'est un équilibre instable. Et ce cas-ci, c'est celui d'un patient qui a une BPCO, mais qui est dans un état stabilisé. Mais vous le voyez bien, cet état stabilisé, il est menacé à tout instant. Et qu'il suffit d'un rien pour tout déstabiliser et pour avoir ceci. Et donc, lorsque vous déstabilisez le système, vous allez entraîner eh bien, les chaises qui vont tomber par terre. Après l'intervention du médecin, et parce que le corps aussi va essayer de remettre les choses dans l'ordre, vous allez obtenir un nouvel état d'équilibre, lequel nouvel état d'équilibre sera encore plus fragile que l'état d'équilibre précédent, que celui-ci. Et donc ainsi, de proche en proche, eh bien, vous allez rendre votre système de plus en plus déséquilibré, et donc de plus en plus prompt, de plus en plus susceptible de développer des exacerbations. Et ça, je vais faire appel maintenant à votre expérience de clinicien. Vous me direz qu'on ne voit jamais une exacerbation survenir sur un poumon sain. Et que plus le malade est malade, eh bien plus les risques d'exacerbation sont importants. Et c'est exactement cela. C'est pour ça que j'ai pris le cas de ces chaises. Les risques d'exacerbation sont d'autant plus importants quand bien même le patient est dans un état stable, mais notre hantise en tant que clinicien, quand est-ce qu'il va faire sa prochaine exacerbation, quand est-ce que cet état stable va être perturbé. Et le challenge maintenant, en 2018, c'est comment essayer de rétablir cela, de rétablir cet état stable et de le rendre de plus en plus stable, peut-être pas comme ceci, mais probablement de stabiliser le système avec les mesures qu'il faut prendre pour protéger les microbes qui sont les microbes amis, qui sont les microbes qui nous permettent de coexister et de fonctionner avec eux. Donc, avant-dernière diapositive, pour vous dire que si aujourd'hui on a beaucoup parlé de microbiome dans les maladies respiratoires, et notamment dans les deux maladies respiratoires, à savoir l'asthme et la BPCO, eh bien sachez que ce n'est pas un domaine réservé à la pneumologie, puisque les spécialistes en maladies endocriniennes, comme les diabétologues, les personnes qui s'intéressent à l'obésité, eh bien s'intéressent aussi au rôle du microbiome, que beaucoup de maladies, notamment les maladies psychiatriques, ont un lien aussi certain avec le microbiome, et que ceci eh bien, nous promet encore de belles années à venir pour mieux comprendre le rôle de ce facteur important dans la physiopathologie des maladies humaines. Et pour paraphraser une phrase de ce fameux astronaute qui a mis le pied sur la Lune, eh bien, je dirais qu'un petit pas pour le microbiome, mais un grand pas pour l'immunité. Je vous remercie. Merci beaucoup, Antoine. On va revenir. Je vais remettre. Voilà. Alors, nous avons rejoint après le début de cet exposé. Il y a Conakry, et puis quel centre est arrivé tout à l'heure? C'est Kinshasa. Pardon?
Kinshasa. Kinshasa, d'accord, ok. Très bien. Alors, je suis sûr que vous avez des questions à poser. Qui veut intervenir? Je vous demande de lever la main et d'allumer votre micro simplement quand vous vous exprimez. Alors Kinshasa, on vous écoute. Oui, je voulais d'abord remercier l'équipe qui a présenté. C'est une très belle présentation, mais j'avais deux petites préoccupations. La première, est-ce que le microbiote pulmonaire, quelle est la différence entre le microbiote pulmonaire et le microbiote intestinal? Et quelle est la plus grande composition en termes de micro-organismes qu'on retrouverait dans le microbiote pulmonaire? Et est-ce que sur le plan thérapeutique, on sait par exemple que quand on a des perturbations au niveau digestif, on peut consommer des probiotiques pour pouvoir essayer de rétablir le microbiote intestinal. Est-ce qu'il en est de même pour le microbiote pulmonaire? Alors, visiblement, d'après votre question, donc vous connaissez bien le sujet. En fait, il y a bien sûr une différence. Comme je disais tout à l'heure, il y a une différence entre microbiome pulmonaire et microbiome intestinal. Et j'avais même dit qu'en fait, selon l'endroit où l'on se trouve dans notre corps, eh bien, la composition microbiotique diffère. Et ça, c'est quelque chose d'absolument inévitable. Et donc, il y a une différence. Cette différence vient simplement due au fait que dans chaque endroit de notre corps, les conditions de température, de pH, d'oxygénation n'est pas la même. Et que, comme on l'avait vu tout à l'heure, tous ces paramètres-là jouent un rôle très important sur le développement local de telle ou telle espèce microbienne. La deuxième question concernant est-ce que le fait de supplémenter en alimentation microbiotique peut changer. En fait, il y a des études qui sont en train d'être publiées qui disent que oui. Mais en fait, là encore, l'idée c'est que il faut tout faire pour essayer de ne pas entraîner de dysbiose et il faut tout faire pour maintenir la symbiose. Le fait d'apporter une supplémentation en bifidobacterium, ce que l'on peut aussi acheter dans les grandes surfaces, dans les supermarchés, eh bien, ça peut être un plus. Mais il faut savoir que chaque patient étant tellement différent de l'autre, et que ce que vous faites dans un essai clinique, c'est de proposer le même type de microbes non pathogènes à tout le monde. Parfois, ça peut marcher, parfois, ça ne peut pas marcher. Et donc, c'est pour cela que le principe général, c'est que oui, prendre tout ce qui est microbiotique, c'est bien. Maintenant, il ne faut pas que l'on se dise que le fait de les prendre va aboutir forcément à des résultats positifs tout le temps. Parce que pour pouvoir le faire, il faut que l'on, et ça on ne sait pas encore le faire, il faut que l'on sache quel est votre microbiome naturel à vous, avant d'essayer de ramener l'état dysbiotique vers un état naturel qui est différent entre chaque individu. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, c'est bon. Je voudrais compléter. On peut imaginer qu'en ingérant des bactéries, je ne sais lesquelles, elles pourraient aller coloniser le poumon? Alors, en fait, les bactéries colonisent les poumons par le simple fait qu'on les respire, déjà. Oui, mais en les ingérant. En les ingérant par les micro-déglutitions, ce que nous faisons tous, eh bien, il y a une partie qui va aller jusque dans le poumon profond. D'accord. Donc, il n'y aurait pas besoin de faire une inhalation de... Non, absolument pas. Absolument pas. Et puis, il y a des passages aussi, des passages sanguins. Ouais. Oui, Yves. Oui, d'abord, merci pour cet exposé très enrichissant. J'ai une question, puis j'ai une seconde question qui est peut-être plus compliquée.
La première question, c'est celle-ci. Est-ce qu'on sait quel est le rôle des stéroïdes sexuels sur le microbiote pulmonaire? Entre autres, chez la femme ménopausée, par exemple, chez l'homme âgé, avec la baisse de testostérone. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est que de plus en plus, on trouve une relation entre le microbiote intestinal et certaines fonctions du cerveau qui n'ont pas nécessairement une incidence sur le système digestif, mais vont avoir une incidence sur d'autres systèmes. Est-ce qu'il y a des données dans la littérature un petit peu dans ce sens-là aussi pour ce qui est du microbiome pulmonaire? Alors, merci pour les deux questions. Donc, je vais d'abord répondre à la première en disant que c'est véritablement un sujet qui est en train d'être exploré, à savoir le rôle des stéroïdes sexuels. Puisque nous savons que les hormones stéroïdes, ou bien les substances stéroïdes, agissent sur toutes les cellules en modifiant justement la transcription génique. Et donc, il n'est pas impossible de penser que le fait d'avoir pris tel ou tel stéroïde, que ce soit, ou bien de fabriquer, que ce soit chez la femme, ou bien de les prendre, notamment chez les sportifs, ça peut modifier l'activité transcriptionnelle, non seulement de nos cellules, mais aussi des cellules du monde microbiotique. Et de là, très probablement, perturber l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Il n'y a pas encore d'études de fait, mais je pense que si nous avons des chercheurs s'intéressant à ce sujet, je pense que c'est véritablement quelque chose à regarder, le microbiote chez des sportifs, et notamment les sportifs qui se dopent avec des stéroïdes sexuels. Maintenant, ce que vous aviez évoqué concernant le rôle du microbiote et du microbiote intestinal sur des fonctions qui sont autres que la fonction digestive, eh bien, il y a effectivement tout ce qui est métabolisme, donc l'obésité, et dont les poumons que je reviendrai, mais c'est surtout le fait que ça modifie aussi, ça a une incidence sur la survenue des maladies psychiatriques. Aussi étonnant que cela puisse paraître, mais il semblerait que, eh bien, chez certains malades qui seraient autistes, par exemple, ou bien qui seraient schizophrènes, eh bien, c'est peut-être une alimentation dans le jeune âge qui a modifié la composition du microbiome intestinal et qui aurait une influence sur le cerveau. La même chose pourrait survenir au niveau pulmonaire. Je pense que comme tout est connecté et que le cerveau et le poumon sont sous la dépendance du cerveau comme tous les autres organes, notamment par le système nerveux autonome, il n'est pas impossible que cela puisse aussi en partie contribuer à l'aggravation des maladies respiratoires telles que l'asthme ou bien la BPCO pour lesquelles le rôle du système nerveux autonome est important comme on sait. Donc oui, la réponse est possible et ça nous amène encore à des perspectives passionnantes pour le futur. Juste un commentaire, est-ce que vous auriez une suggestion de moyens de communication à ce moment-là? De moyens de communication entre? Oui, entre par exemple le microbiome pulmonaire et une certaine réponse au niveau du cerveau, par exemple. Comment les deux systèmes vont communiquer? Si ce n'est pas par le système immun, j'entends. Oui, alors les deux systèmes peuvent communiquer de deux façons. La première façon, c'est par le système nerveux tout simplement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que si on modifie la façon où notre système nerveux autonome contrôle le corps par une modification du microbiome, eh bien on peut penser qu'il puisse y avoir l'influence du microbiome sur le système nerveux et donc ensuite du système nerveux sur les poumons. La deuxième façon, c'est la façon classique, c'est-à-dire que la raison pour laquelle le microbiome entraîne tellement de modifications dans tout le corps, c'est qu'il modifie notre système immunitaire. Il modifie notre système immunitaire et que les poumons obéissent au système immunitaire comme les autres organes. Et donc c'est pour cela que ça peut. Une autre question. Oui, oui, Joël, bonjour.
séquence. D'accord. Donc la question, c'est que ni Étienne ni moi n'avions bien compris l'adjectif qui suit le mot séquence. C'est la séquence génomique que tu dis? Oui? Oui, Ah ouais. oui, Il y a des différences de microchrome. d'accord, oui. Alors, pour l'instant, c'est en train d'être fait, hein. Et en fait, cartographier euh, oui, cartographier ou bien faire une base de données concernant les séquences de microbes qui se trouvent dans les poumons et la présence de tel ou tel microbe qui pourrait plus orienter vers telle ou telle maladie, c'est quelque chose qui est en train d'être fait. Pour simplifier et pour être très schématique. Je dirais que, et nous le savons tous, que certaines maladies vont être plus amener la présence de certains microbes plus que d'autres. Si on s'intéresse aux patients qui ont une mucoviscidose, eh bien, c'est plutôt le pseudomonas et de cette famille-là. Donc, je penserais tout simplement que, en même temps que faire la liste, qui sera une liste longue et difficile à retenir, partir du principe que j'avais énoncé tout à l'heure, à savoir que tel ou tel microbe vont être plus susceptibles à se développer si telle ou telle condition sont réunies. Nous savons qu'il y a des microbes anaérobiques, d'autres qui sont aérobiques, donc toutes les maladies qui réduisent la pression d'oxygène, partielle d'oxygène dans les poumons, ça va favoriser de tel ou tel microbe. Il y a tel ou tel microbe qui besoin de chaleur pour se développer, puis d'autres qui n'en ont pas besoin, etc. Donc je pense qu'il faut plutôt raisonner comme cela, et ensuite on verra que il suffit de modifier les conditions dans tel sens pour voir survenir tel ou tel microbe allant de pair avec telle ou telle maladie. Donc ça c'est pour les maladies infectieuses, où les microbes sont présents, comme la dilatation des bronches, ou bien comme la mucoviscidose, qui est une dilatation des bronches, comme l'on sait. Et puis, vis-à-vis des maladies telles que l'asthme, ou bien la BPCO, les choses sont différentes. L'asthme, c'est dès lors qu'on a des microbes qui seraient plutôt, qui nous emmèneraient plutôt vers une réponse TH2. Et cette réponse TH2-là va favoriser une inflammation tout à fait particulière et cliniculcée. La BPCO, c'est dès lors que l'on a des microbes qui vont continuer ce cercle vicieux que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est-à-dire les microbes qui ne sont pas suffisamment nombreux pour justifier d'un traitement antibiotique, mais qui sont néanmoins là pour induire une réponse inflammatoire. Et laquelle réponse inflammatoire est légèrement différente de celle que l'on voit dans l'asthme. Et c'est comme ça que je vois les choses, Zouer, plutôt que faire une simple liste qui sera tellement énorme qu'il faudra les mettre dans des très gros ordinateurs et après faire tourner ces ordinateurs-là. Dakar avait une question. Oui. Professeur Duxon, pour cet exposé très très intéressant, au cours duquel nous avons beaucoup appris. Néanmoins, j'ai une question sur le plan pratique en attendant qu'on ait fait cette séquentielle de génome pour savoir les microbes, pour connaître les microbes. Est-ce que sur le plan pratique, on peut s'aider d'astuces pour dire que ce germe qu'on a isolé correspond à une colonisation, donc un microbiote, ou est-ce que ce germe qu'on a isolé correspond à une infection? Parce qu'on n'a pas tout le temps les moyens d'aller plus loin dans la documentation microbiologique. Merci. Alors, oui, je dirais qu'on peut avoir une idée très grossière en regardant la composition des germes
pour dire si ce sont des germes microbiotiques, donc des germes, disons, normaux, ou bien si ce sont des germes pathogènes. Et là, il y avait une diapositive, mais vous voyez, tout ce qui est entérobactéries, tout ce qui est staphylocoque, tout ce qui est clostridium, eh bien, ce sont des germes pathogènes. Ce sont des germes qui, en temps normal, n'existent pas en grande quantité, et qu'il faut des conditions particulières pour qu'ils soient là. Et puis les autres germes, notamment tout ce qui fait partie de la famille des bifidobacterium, des lactobacillus, eh bien ce sont des germes qui sont des germes plutôt microbiotiques. Mais là encore, je pense qu'il est probablement temps pour véritablement demander à nos collègues microbiologistes, puisque c'est leur domaine, qu'ils nous apprennent avec des listes simples pour savoir tel germe serait plutôt un germe non pathogène et tel autre germe serait un germe pathogène et donc dysbiotique. Moi, en tout cas, je ne les connais pas tous. Donc, je connais certaines familles, mais là encore, il faut vraiment l'aide des spécialistes. Oui, pour compléter cette question, on n'a pas de renseignements sur les différences de microbiome entre quelqu'un qui habite à Dakar, quelqu'un qui habite à Sémineville ou à Paris. Non, on ne connaît pas, mais je suis sûr pour dire que, en fait, il y a certainement une différence. Il y a aussi une autre chose dont j'ai parlé, mais sur laquelle j'ai peut-être pas assez insisté, c'est qu'un germe qui est pathogène aujourd'hui, il peut très bien être, domestiqué, et que dans quelques millions d'années, il va devenir non pathogène. Une fois qu'il restera suffisamment longtemps dans notre corps, et qu'il y aura des accords de paix entre les organismes pour ne plus déclencher et la réaction inflammatoire du corps de l'hôte et cette prolifération incontrôlable et incontrôlée de ces germes pathogènes. Oui, je vais poser, mais tu viens d'y répondre en partie. Quand on parle de microbiome pulmonaire, on se situe dans ce qu'on appelle aujourd'hui une médecine évolutionniste ou évolutionnaire. Oui. C'est-à-dire, c'est plus le pourquoi que ce que l'on constate finalement. Parce que ce qu'on constate, c'est un peu des supputations à partir de certaines études. Mais si on en est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a une évolution qui s'est faite dans tel ou tel sens. Le problème, ce que l'on dit au point de vue de la BPCO, c'est que la maladie de la BPCO est une maladie récente dans l'histoire de l'humanité. Oui. Elle a été très certainement favorisée par le tabac qui est apparu il y a maintenant 400 ans à peu près, mais c'est pas si vieux que ça dans l'histoire de l'humanité. Oui. Qu'on a été exposé pendant très longtemps à la fumée du feu de bois et que finalement on a bien vécu pendant des centaines de milliers d'années avec cela. Mais que le tabac est un phénomène récent, c'est pourquoi il y aurait la BPCO. En gros, on arrive à cela, oui, sans rentrer dans les détails. Oui, oui. Alors, on assiste quand même à l'heure actuelle à une accélération de l'évolution de nos sociétés. Pendant longtemps, à Dakar, il y a eu un mode de vie très spécifique. En Europe, il y a un mode de vie très spécifique. Puis aujourd'hui, tout est brassé parce que les gens vont du nord au sud, parce que les habitudes de vie se sont modifiées, que la pollution urbaine, qu'elle soit à Dakar ou qu'elle soit à Paris, elle est quasiment la même. Bref, toutes nos sociétés ont considérablement évolué. Et donc on se retrouve face à des situations difficiles à cerner. Parce qu'il n'est pas certain que les problèmes soient les mêmes à Dakar qu'à Paris ou qu'ailleurs. Et on a du mal à savoir pourquoi finalement. Et c'est difficile de mettre une étiquette commune sur tout ça. Absolument. Alors, oui, donc je suis absolument d'accord. Et je dirais même plus qu'en fait, effectivement, la BPCO, c'est une maladie qui cause problème seulement depuis un demi-siècle ou un petit peu plus avec le tabac. Avant, et avec le tabac, et puis avec une deuxième chose qui est la pollution.
Avant, effectivement, les gens qui étaient exposés à la fumée de bois existaient, et ces gens-là développaient une BPCO, mais c'est une infime minorité. Uniquement les gens qui passaient leur vie à faire cette activité. Maintenant, le tabac est un phénomène mondial, ça touche vraiment toutes les couches de la population, tous les âges, et puis l'homme aussi bien que la femme, malheureusement. Et puis la pollution est encore un phénomène, alors non seulement mondial, mais universel, ça touche les bébés, etc., etc. Ce qui fait que tout cela bouleverse le microbiome. Et juste pour compléter un point concernant le microbiome, c'est que il y a une chose qui est très importante, c'est que dans un poumon ou bien dans un intestin pathologique, c'est pas tant le germe qui est important, mais c'est la prédominance du germe. Au lieu d'avoir une diversité de germes qui essayent de se neutraliser, de vivre ensemble, vous avez une espèce d'hégémonie d'un germe émergent et qui prend la place de tout. Et c'est ça qui cause problème. Parce qu'il ne faut pas oublier que les antibiotiques que nous utilisons ne sont rien d'autre que des produits de synthèse à partir des bactéries. Et que les bactéries, avec ces antibiotiques, le chloramphénicol, et puis les exemples sont nombreux, essayent de se neutraliser pour vivre ensemble. Donc en fait, c'est une vie harmonieuse, mais pas forcément pacifique, où tout le monde contrôlait tout le monde, et c'est en contrôlant tout le monde qu'on arrivait à cet état d'équilibre. Et c'est parce qu'on a bouleversé l'équilibre qu'on a ces maladies qui est due aux dysbioses, aux maladies de microbiome. Tananarive, on ne vous a pas entendu. Avez-vous une question? Mettez votre micro parce qu'on ne vous entend pas. Merci beaucoup pour la présentation, mais on n'a pas de questions. Très bien. Konak, oui. Oui, Zouer, vas-y. Alors, la question, c'est que est-ce que l'utilisation d'antibiotiques de façon inconsidérée, là? Surprescription. Ah, la surprescription, oui, bien sûr. Mais bien sûr, Zouer, mais bien sûr. En fait, il faut simplement dire que les antibiotiques, c'est nécessaire dès lors qu'il y a une infection. Et que s'il n'y a pas d'infection, non seulement les antibiotiques sont inutiles, mais ça peut être dangereux pour les deux raisons. La première est que ça sélectionne les germes pathogènes, et la seconde, c'est que ça bouleverse l'équilibre microbiotique. Alors, maintenant, et c'est pour cela que j'ai bien insisté sur le fait qu'il convient aux médecins, en premier lieu, de distinguer l'exacerbation de la surinfection. Et je sais que c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, théoriquement, c'est qu'une infection, c'est une prolifération des germes. Et là, vraiment, je te renvoie vers l'article du Lancet qui disent que dans l'infection, il y a d'autres signes. En général, la fièvre, elle est quasiment là. Et puis les signes cliniques avec l'expectoration, mais vraiment mucopurulente, elle est là. Maintenant, s'il n'y a pas tout cela, il faut véritablement ne pas paniquer, se prendre du temps avant de réfléchir s'il faut ou non donner un antibiotique, parce que l'antibiotique n'est utile que s'il y a infection. S'il n'y a pas d'infection, comme je disais, non seulement ça peut être inutile, mais en plus ça peut être dangereux. Très bien. Eh bien, écoutez, il y a une question ou pas? Non? Oui. Oui, de Tananarive. Oui, en fait, on vous remercie pour la présentation et nous voudrions demander, est-ce qu'il y a un lien entre la génétique d'une personne avec le microbiome? Alors, très certainement. Et comme je disais, c'est que
nos gènes doivent probablement exister mieux avec certains gènes microbiens que d'autres. Mais peu importe, puisque, comme je disais tout à l'heure, chacun d'entre nous, normalement, a son propre microbiome en fonction de notre mode de vie, en fonction de notre mode d'alimentation. Et que le plus important, c'est que cette coexistence microbiotique soit maintenue de façon la plus stable possible. Et comme je disais tout à l'heure, nous allons voir modifier la composition du microbiome au cours du temps, tout comme nous avons vu modifier l'activité de nos gènes. Nous savons que, et ça tout le monde le sait, lorsqu'on est à l'état fœtal, il y a certains gènes qui codent pour l'hémoglobine qui fonctionnent et qui ne fonctionnent plus lorsqu'on est à l'état adulte. Et donc il y a d'autres gènes comme ça qui ne fonctionnent que dans certains moments de notre vie et pas dans d'autres. C'est pareil pour les microbiomes. Donc on va avoir un microbiome qui va changer au cours de la vie. Le plus important, c'est de garder ce microbiome dans un état stable pour qu'il puisse fonctionner et nous aider à fonctionner tous ensemble. Donc